pays arabes réunis lors d'un sommet dimanche à Tunis n'ont pas atteint leur objectif d'unité, sauf sur le dossier concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Noureddine Bedoui, désigné le 11 mars dernier. Cette nouvelle équipe est censée apaiser la crise. Et puis en Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Boubacar, l'ancien Premier ministre, a annoncé sa candidature à la présidentielle de juin prochain en tant que candidat indépendant. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les pays arabes réunis lors d'un sommet hier dimanche à Tunis n'ont pas atteint leur objectif d'unité, sauf sur le dossier concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'émir du Qatar, au cœur d'un contentieux diplomatique avec l'Arabie saoudite, a prématurément quitté la rencontre de la Ligue arabe. Voici les images. Les dirigeants arabes réunis lors du 30e sommet arabe ont rejeté et dénoncé dans une déclaration finale la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, conquis à la Syrie en 1967, puis annexé en 1981. Lundi, le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur ce territoire, une reconnaissance invalide et illégitime selon une déclaration séparée des dirigeants arabes consacrés à la question. Lors d'une conférence de presse à la fin du 10 sommet, le secrétaire général de la Ligue, Aboul Gheit, a indiqué que cette décision des États-Unis n'a absolument aucune valeur. Le sommet de Tunis a certes permis de rassembler le roi Salman d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar, mais ce dernier a prématurément quitté les travaux l'après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture sans aucun motif officiel. Le Qatar est au cœur d'un conflit diplomatique depuis juin 2017 qui l'oppose à plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite. Des manifestants ont par ailleurs fait entendre leur voix dans les rues de la capitale tunisienne contre plusieurs dirigeants présents et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Parallèlement au discours des chefs d'État, quelques dizaines de militants de plusieurs pays arabes se sont réunis dans les locaux du syndicat national des journalistes tunisiens pour défendre droits et libertés, tandis qu'une centaine d'autres ont manifesté à Tunis contre le sommet. Restons à Tunis où le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé ce week-end la tenue en juillet prochain à Addis Abeba d'une conférence de réconciliation entre les différentes parties libyennes afin de sortir la Libye du chaos. Il a fait l'annonce lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion qui a porté sur la crise libyenne. Reportage. Une conférence de réconciliation entre les différentes parties libyennes est prévue pour se tenir au mois de juillet prochain à Addis Abeba. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a fait cette annonce samedi à Tunis, a estimé que cette rencontre constitue une opportunité pour les Libyens. Le sommet de l'Union africaine de février dernier a également décidé de la tenue d'une conférence de réconciliation nationale pour les différentes parties libyennes. Nous sommes en train de travailler de concert avec tous les partenaires pour pouvoir tenir ce sommet. Nous l'espérons au mois de juillet. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion sur la Libye qui a rassemblé le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Gheit, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle était organisée à l'initiative de la Ligue arabe en marge des travaux de la 30e session du sommet arabe tenu à Tunis. Une autre conférence nationale sera également organisée du 14 au 16 avril prochain à Ghadamès, dans le centre de la Libye, pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré par les conflits. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'est du pays est contrôlée par l'armée nationale autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité dans le pays.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement conduit par Noureddine Bedoui, désigné Premier ministre le 11 mars dernier. Cette nouvelle équipe est composée de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe. On note également la présence de 5 femmes, dont 3 figuraient déjà dans l'ancien gouvernement. Les détails. Un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Noureddine Bedoui, nommé par le président Abdelaziz Bouteflika. Dans cette liste composée de 27 ministres, dont 8 de l'ancienne équipe, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a récemment proposé la mise en œuvre de mécanismes constitutionnels pour écarter le président Bouteflika du pouvoir, reste vice-ministre de la Défense et reste en deuxième position dans l'ordre protocolaire, derrière le Premier ministre. Le portefeuille de la Défense est détenu par le président Bouteflika, constitutionnellement chef suprême des armées. Ramtan Lamamra, nommé vice-premier ministre aux côtés de Noureddine Bedoui et chef de la diplomatie le 11 mars, ne figure pas dans la liste. C'est Sabri Boukadoun, jusqu'ici ambassadeur d'Algérie à l'ONU, qui hérite des affaires étrangères. Il aura fallu environ 20 jours à Noureddine Bedoui pour constituer ce gouvernement, un probable record en Algérie. Il avait promis un gouvernement de technocrates, puisant dans les jeunes compétences de l'Algérie. La majorité des entrants étant des inconnus sur la scène politique algérienne, il est difficile d'apprécier le réel rajeunissement promis par le Premier ministre. En revanche, la promesse est tenue en ce qui concerne les technocrates. Ce nouveau gouvernement est censé apaiser la contestation qui dure depuis quelques semaines, mais dimanche au soir, une centaine de personnes ont encore manifesté dans le centre d'Alger après l'annonce de la liste. En Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Boubacar, l'ancien Premier ministre pendant la transition démocratique de 2005-2007, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain en tant que candidat indépendant. L'homme qui bénéficie du soutien du parti islamiste Tewassoul, première formation de l'opposition, a fait l'annonce ce week-end lors d'un rassemblement à Nouakchott. L'ancien Premier ministre mauritanien Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle de juin prochain. Lors de ce scrutin, dont la date précise n'a pas encore été fixée, il affrontera le dauphin de l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien général Ould Ghazouani, qui a quitté vendredi son poste de ministre de la Défense après avoir officialisé début mars sa candidature. Sidi Mohamed Ould Boubacar dit se présenter au suffrage des Mauritaniens en tant que candidat indépendant après un examen approfondi de la situation du pays et des contacts et discussions élargis avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays. Premier ministre entre 1992 et 1996 sous le président Maouya Ould Sid Ahmed Taya, puis chef du gouvernement lors de la transition démocratique qui a suivi le putsch de 2005, Sidi Mohamed Ould Boubacar avait reçu dès jeudi le soutien officiel du parti islamiste Tewassoul, bête noire du régime actuel. D'autres plus petites formations de l'opposition dite radicale devraient également se ranger derrière cette candidature indépendante. Deux formations de l'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité RDU et le Parti Adil, ont en revanche décidé de soutenir le candidat du pouvoir. En bref, en Éthiopie, c'est ce lundi que sera publié le rapport préliminaire sur le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars dernier au sud-est d'Addis Abeba. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères. Les autorités éthiopiennes avaient déjà dit qu'il y avait des similarités claires entre le crash du vol ET-302 et celui du vol 610 de Lion Air qui a fait 189 morts le 29 octobre dernier au large de l'Indonésie. De sources proches du dossier, le système anti-décrochage mis en cause dans le crash du 737 MAX 8 de Lion Air était également activé dans l'appareil d'Ethiopian Airlines peu avant que l'appareil ne s'écrase.
Au Rwanda, on commémore le 25e anniversaire du génocide. Ce reportage que vous allez suivre nous ramène dans le centre du pays. Dans cette localité, 2 villages ont vécu en harmonie pendant des années autour d'une source d'eau avant que les tourments du génocide de 1994 n'interviennent. Le point s'est alors transformé en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Mais 25 ans après, les familles des tueurs et des victimes sont désormais réconciliées et la vie a repris comme autrefois autour de cette fontaine. Reportage. Durant des années, ce puits rassemblait les villageois de Ruseke et Djieta, un point de rencontre et de vie, jusqu'en 1994 et le génocide après l'assassinat du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le point s'est alors mu en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Victimes comme Dafrosa qui a perdu son mari et son fils. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble. On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Les 2 villages continuent à utiliser la source, mais à tour de rôle pour limiter les interactions. Jean-Claude est l'un des premiers à tenter une réconciliation. Lui-même n'a pas participé aux tueries, contrairement à ses frères aînés. C'est en 2005 que commencent les premiers rapprochements entre les 2 communes. Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josepha est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle accepte le processus de réconciliation de peur d'être mise à l'écart, mais n'est pas satisfaite pour autant. Reconnaître ces crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant? C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel. 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive, mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des 2 villages qui, les premiers, se sont rassemblés au point d'eau. Aujourd'hui, l'entraide a repris le dessus. Les habitants de Djieta cultivent des champs pour ceux de Ruseke. À présent, voici la revue des titres à la une de quelques quotidiens africains qui nous sont parvenus ce lundi. Lundi 1er avril 2019, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la revue de presse Afrique de cette semaine. Premier escale du jour, la Côte d'Ivoire où le jour plus nous informe de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale ce lundi. Une information relayée par l'essor ivoirien qui écrit en titre « Assemblée nationale, Ouattara aux côtés de Tchomba ». Investiture du chef de l'État sénégalais Ouattara attendue à Dakar aujourd'hui, informe Fraternité Matin. Cameroun Tribune nous informe de la nomination de 2 nouveaux ambassadeurs à Paris et Abidjan par Paul Biya. Et Senghor nous apprend que le RDPC a manifesté contre le député John Goy. On reste avec Senghor qui nous fait également savoir que la Cour suprême a condamné une Française à vie en catimini, sud-ouest, nord-ouest du Cameroun, de la crise politique au désastre social et économique, se désole défi actuel. Présidentielle 2020 au Burkina Faso, Ouédraogo Gilbert, investi candidat de l'ADF-RDA, écrit en manchette le quotidien. Politique nationale, Isaac Zida, attendu à Ouagadougou le 10 avril, nous apprend le pays, qui nous informe également que 2 terroristes ont été abattus. Direction le Sénégal où le Soleil annonce la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall pour demain. Sur le même sujet, le journal Enquête annonce que 17 chefs d'État prendront part à l'événement. Puis, tuerie des populations civiles au centre malien. La diaspora africaine a manifesté à Paris, informe le quotidien Le Républicain. Voilà, fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.